Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, alors que j'attends toujours patiemment la sortie légale en France de Godzilla vs Kong et que la semaine dernière je vous ai parlé du King Kong de 1976, c'est tout naturellement que j'ai décidé d'embrayer avec sa version de 2005 en mode blockbuster décomplexé réalisé par le grand Peter Jackson, voici le DVD d'époque d'ailleurs. Et oui, il sortait de son succès extraordinaire de la trilogie Seigneur des Anneaux et s'est vu donc offrir un pont d'or et une carte blanche totale pour ainsi mettre en scène le long métrage de ses rêves, c'est-à-dire le remake d'un de ses films préférés, le King Kong de 1933. Pour ce faire, il s'est entouré de son équipe technique et créatrice du Seigneur des Anneaux, par exemple, ses deux scénaristes Philippa Boyens et Francis Walsh, le directeur de photographie Andrew Leslie, et citons aussi Andy Serkis qui est là pour jouer King Kong en motion capture, lui qui avait fait Gollum. Il joue d'ailleurs aussi un autre être humain. Puisqu'on parle du casting, citons évidemment la présence de Naomi Watts qui joue la belle Anne Darrow, elle qui avait été extraordinaire dans Mulholland Drive auparavant. Jack Black est là dans un rôle un peu moins comique que d'habitude, en mode réalisateur ambitieux qui veut montrer des choses extraordinaires, etc. Adrian Brody, qui interprète un scénariste romantique, Thomas Kretschmann, le capitaine un peu véreux du navire, Colin Hanks, et là, oui, le fils de Tom, qui est le bras droit du réalisateur, Jamie Bell en mode jeune héros qui a vécu un traumatisme et qui veut bien faire, tout simplement, lui qui s'était rendu célèbre dans Bill Elliot, citons aussi Evan Park, et Kyle Chandler dans le rôle de l'acteur, qui est le héros du film du réalisateur, mais qui en vrai n'est pas vraiment un héros, un but de sa personne et tout. Bref, on va faire un synopsis quand même, ça se déroule dans les années 30, retour aux sources, donc après une deuxième version de 1976 qui modernisait les choses à l'époque des années 70. Donc là, Peter Jackson revient au contexte initial, en pleine grande dépression aux États-Unis, et tout le début du film montre parfaitement ce contexte dans une ville de New York, qui mélange reprise de vie économique, et aussi pauvreté avec des quartiers voilà, à l'abandon ou dans ce qu'on appelait à l'époque ces bidonvilles, les Hooverville, et aussi le domaine artistique qui souffre beaucoup, notamment la comédienne Anne Darrow qui va voir son théâtre fermé, elle qui est pourtant passionnée et optimiste. Là, elle va se retrouver presque à la rue en train de voler une pomme. Elle va se faire sauver au dernier moment par donc Carl Denham, ce réalisateur qui magouille quelque chose et qui lui propose donc un rôle, lui qui s'est fait un petit peu abandonner par toutes ses actrices, pour voilà, quelque part à Singapour, au bord d'un bateau, ouais, etc. Sauf qu'ils vont pas du tout à Singapour. Son but c'est d'aller sur une île non, on va dire, découverte par l'homme encore, la fameuse île du crâne, sans forcément dire la vérité à tout le monde, il n'y a que le capitaine plus ou moins qui est au courant. Et il va même embrigader dans ce voyage, un petit peu par défaut, ce pauvre scénariste, un petit peu naïf, donc joué par Adrian Brody, parce que l'actrice est fan de lui, voilà, un petit peu le hasard, un microcosme artistique donc de New York, et puis histoire d'écrire sur place l'histoire, etc., qui va être tournée par la suite, un petit peu au fil de l'eau. Et forcément, ce bateau va arriver à bon port, dans le brouillard et les récifs de l'île du Crâne, et sur place, vous connaissez la suite, rencontre avec les locaux qui ont dressé une grande muraille et tout, parce qu'ils vénèrent un dieu, le dieu Kong, ce gorille géant de plus de 9 mètres, qui va donc vouloir un petit peu, peut-être un sacrifice humain, du moins c'est ce qu'il croit, du coup, il récupère Anne Darrow, même sur le bateau, alors qu'il voulait vite s'échapper, et ils vont l'offrir à la bête, et puis on va avoir cette histoire de la belle et la bête, et tous les gens derrière, donc du bateau, et les scénaristes et les réalisateurs qui vont plus ou moins essayer d'aller la sauver. Enfin, le réalisateur, lui, veut continuer à tourner son film, il voit des choses extraordinaires, le scénariste, il veut sauver celle qu'il aime, sauf que, triangle amoureux avec King Kong et tout, et bien sûr, on va y voir des choses sur cette île, beaucoup de choses, King Kong, oui, mais aussi des dinosaures, des insectes géants, un varan, bref, plein de choses. Voilà, mais des trucs très géants et très moches. C'est l'enfer, vraiment, cette île. Et rien que pour ça, au niveau effets spéciaux, grandiloquent spectacle, ce film, franchement, il est là, dans mon cœur. Oui, c'est over the top, c'est surdosé dans tous les sens, je comprends que ça en ait dérangé plus d'un, mais c'est tellement généreux. Oui, on voit que Peter Jackson, on lui a laissé totalement une liberté de création ici. Peut-être qu'il manque un peu de contrôle, oui, d'accord. On se retrouve avec un film de plus de 3 heures, version cinéma,
sur un métrage de base qui fait moins d'1h30 en tout cas, c'est complètement fou. Mais voilà, c'est un plaisir ultime ce film. C'est pour moi l'une des dernières définitions du all-in, vous savez, comme au poker, hein, en mode tapis, on met tout sur la table, du cinéma blockbuster. C'est rare, il n'y en a plus de films comme ça où les producteurs laissent une liberté à 100%, voilà, à leurs réalisateurs et tout. Et vas-y que je te fais un truc de 3 heures, j'en mets partout et tout, avec du temps aussi pour exposer les personnages. Après on te fiche de l'action dans tous les sens, puis évidemment le troisième acte qui va se dérouler à New York, hein, c'est même plus un spoil de le dire à ce niveau-là. On ne respire pas comme ça à partir de la deuxième heure, mais au moins ce film a cette capacité-là à t'attacher au personnage. C'est pas un défaut de l'original, parce que l'original a été fait en 1933 avec les moyens du bord, et puis c'était pas le plus important, les personnages, c'était le monstre, cette relation, la belle et la bête, c'était parfait et tout, c'est un chef-d'œuvre de l'époque, hein, King Kong de 1933. Mais ici, voilà, avec les moyens, Toto, oui, c'est vrai que Total au pluriel ça fait Toto, c'est moche comme ça, mais c'est pas grave, c'est pas une blague. Et voilà, Peter Jackson, il nous a mis 1 heure d'exposition de personnages où on découvre Anne Darrow en mode généreuse, en mode rêveuse, un peu triste et tout, qui va récupérer de l'espoir, qui va voilà, rencontrer le héros de sa vie, le scénariste, lui qui va tomber amoureux d'elle. On voit le réalisateur qui lui aussi a des rêves, mais qui n'a pas du tout les pieds sur terre. C'est un artiste, ce réalisateur, qui est complètement à la ramasse, et jusqu'au bout même, hein, même quand il va y avoir des drames. Il va dire, on va continuer le film en l'honneur de machin, et puis même jusqu'à la fin. Le gars, il est perdu, quoi, dans son délire artistique. C'est devenu une obsession. Donc voilà, on a tout ça. On a même un développement ultime des personnages second, voire troisième couteau, comme celui qui est interprété par Jamie Bell. C'est touchant, pris sous son aile par Monsieur Hayes. Voilà, il y a cette relation-là, père-fils, adoptif. Ça peut paraître anodin comme ça, mais moi je trouve ça fort, voilà. Et bien sûr, ce film a les défauts de ses qualités, mais moi j'y vois que les qualités, parce que quand je l'ai découvert, c'était un grand moment de cinéma. Depuis, je l'ai revu, je sais pas, 6-7 fois, je ne compte plus. Et ça faisait un moment que j'avais envie d'en parler, et là, du coup, vu qu'on s'approche, on l'espère au cinéma, de cette sortie de Godzilla vs Kong, et que je me revois un petit peu les films Godzilla, Kong, etc., voilà, il était temps que je vous en parle, et j'ai pris toujours un énorme plaisir au visionnage. Alors évidemment, ouais, il y a des longueurs, ça c'est clair et net. Tu te prends 3 heures dans la figure. Parfois, les actions, ouais, quand il se passe, voilà, les dinosaures, le King Kong et tout, il y a un moment, soufflons un petit peu, c'est difficile. Mais voilà, il y a des beaux décors, des plans aussi, à la Peter Jackson, ce coucher de soleil, là, sur le repère de King Kong, qui sera repris après sur l'Empire State Building, presque à l'identique. Voilà, les ralentis qui sont là aussi over the top, en mode action, voilà, attention, un moment de terreur, l'horreur quand il tombe nez à nez avec le village, les locaux et tout, et que King Kong n'est pas loin, enfin, c'est fort, quoi. C'est un film qui est fort et qui respire le cinéma, tout simplement. C'est l'un des derniers très grands blockbusters, hein, finalement, 16 ans après. Bon, il y a eu Mad Max Fury Road, entre autres, depuis, mais voilà, c'est peut-être le dernier grand film blockbuster en totale liberté. Certains diront en totale roue libre. Oui, c'est vrai. Il y a des incohérences, hein, bon, voilà, ça va très vite dans un sens ou dans l'autre, mais c'est pas grave. Pour moi, ce n'est pas grave, parce que c'est fait avec le cœur. Tout est mis là, voilà, pour nous. Peter Jackson, il a fait ce film pour lui, mais aussi pour ses spectateurs. Et voilà, on ne peut respecter que cela, et j'ai envie de dire même qu'il n'y a plus assez de films comme ça. Surtout dans les blockbusters. Aujourd'hui, tout est plus ou moins formaté avec ce cahier des charges et tout. Alors certes, il est là aussi, le cahier des charges, d'une manière ou d'une autre. Mais comment imaginer aujourd'hui ce genre de film avec 1 heure d'exposition, après beaucoup d'action, plein de trucs, autant de personnages très développés et tout. Il y en a qui vont me dire, le MCU. Oui, le MCU. Mais ils ont pris combien de films pour faire ça? Là, Peter Jackson a eu la liberté de le faire en 3 heures, et voilà ce que ça donne, tout simplement. Donc, voilà pourquoi j'adore ce film. Alors, j'avais mis 9 sur 10, j'avoue, je vais redescendre à 8, mais c'est un 8,5++, parce que oui, c'est quand même, il y a des moments, voilà, le patinage artistique, c'est beau, hein, poésie et tout, et là on est dans la sucrerie en plus du over the top, du spectacle et tout, il y a des moments où tu sens quand même que les acteurs sont tous très bons, hein, pas de soucis, c'est l'un des meilleurs rôles de Jack Black, qui est assez mésestimé quand on y pense, mais voilà, là c'est cool. Adrienne Brody un peu en dessous, bon, après son personnage est un petit peu le côté naïf, visuel, qui est là presque comme pendant de King Kong.
Voilà, trop humain, alors que King Kong a ce côté animal, mais très humain aussi dans son expression. Il y en a qui ont beaucoup d'ailleurs critiqué le fait que King Kong soit trop humain, mais en même temps, ça renforce cette relation qu'il a avec Anne Darrow, qui peut aller très très loin dans la romance et la poésie, peut-être trop à certains moments. C'est peut-être surfait par rapport à l'original, mais je trouve que voilà, c'est grandiose dans un certain sens, dans le sens grandeur des choses. Après, on peut y voir ce qu'on veut, mais ce film, moi, je l'aime énormément. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez d'ailleurs de celui-ci. Ah oui, tiens, je relèverai peut-être un léger défaut quand on y pense. C'est la BO qui est pas mauvaise, elle est bien la BO. Composée par d'ailleurs James Newton Howard, mais peut-être un peu en deçà de ce qu'on aurait pu avoir pour un tel film. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment pour chipoter, mais toutes les références qu'il peut y avoir à Charlie Chaplin aussi, bon bref. Je ne vais pas en faire toute une tirade encore plus longue, j'ai déjà assez causé comme ça. Je vous dis à la prochaine, ciao.